Bonjour et bienvenue donc à ce colloque sur les innovations sociales organisé par le CRISE. Je m'appelle Paul-André Lapointe, je suis professeur au département des relations industrielles de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Je suis également responsable du pôle de l'Université Laval, du pôle du CRISE à l'Université Laval et directeur adjoint du CRISE. Alors, c'est à titre de coordonnateur du comité organisateur que je vous adresse ces quelques mots de bienvenue. Ce colloque s'interroge sur divers types d'innovations sociales et sur leur contribution à la justice sociale et environnementale. Comme l'indique le foisonnement des discours et des pratiques sociales qui s'en réclament, les innovations sociales constituent un phénomène pluriel et polyvalent et ambivalent. Pour mieux comprendre les innovations, il nous est apparu pertinent de faire appel, d'inviter en fait la communauté scientifique et celle des praticiens pour réfléchir en fait aux divers types d'innovations sociales qui se manifestent dans des dynamiques différentes et obéissent à des logiques également différentes. Et c'est ainsi qu'à l'intérieur du colloque, les présentateurs et les présentatrices ainsi que les panélistes seront invités à faire apparaître divers types d'innovations sociales au travers de leurs études de cas, de leur ancrage théorique et de leurs pratiques sociales. La programmation, ou enfin la problématique du colloque sera déployée sur 2 jours au travers de sept séances, certaines en parallèle, d'autres non. Et au cours de ces séances, on va aborder divers aspects des innovations sociales et diverses manifestations. Alors, je nomme un peu ces aspects qui seront abordés. Alors, les innovations comme écosystème, les innovations au travers des communs, les innovations et la finance sociale, la transition socio-écologique, le territoire et les innovations sociales, la recherche et la transformation sociale, ainsi que les innovations sociales en tant que pluralité et phénomènes polyvalents. Le colloque se penchera également sur certains enjeux cruciaux auxquels sont confrontées les innovations sociales dans le cadre de 3 tables rondes portant spécifiquement sur l'évaluation et le classement des innovations sociales, l'intervention auprès des personnes âgées et les trajectoires des innovations sociales. Et les deux premières tables rondes se tiendront en fin d'après-midi aujourd'hui et la troisième aura lieu demain matin en début d'avant-midi. En fait, les tables rondes sont aussi l'occasion de faire appel à des praticiens, des gens qui sont dans la pratique sociale et qui font part de leurs préoccupations liées en fait à la pratique. Pour les conférences d'ouverture et de clôture, nous avons fait appel à des invités de marque. En conférence d'ouverture, Dominique Bourg de l'Université de Lausanne, un chercheur et un conférencier de grande réputation internationale, abordera la crise écologique en tant qu'impasse engendrée par la civilisation moderne dont la sortie exige un changement de civilisation. Et pour l'activité de clôture, nous avons invité Benoît Lévesque, l'un des fondateurs du CRISE, avec Paul Bélanger à la fin des années 80. Benoît s'entretiendra avec Marie Bouchard sur l'innovation sociale et le modèle québécois sous l'angle de leur trajectoire, continuité aux ruptures avec un point d'interrogation. Et ce sera également l'occasion de souligner le 35e anniversaire du CRISE. Enfin, j'aimerais mentionner que si le colloque s'était déroulé en présence sur place, il y aurait eu un bar des sciences pour mettre en valeur les organisations populaires et communautaires de la grande région de Québec. Mais ce n'est que partie remise et ce bar des sciences, nous le tiendrons le 18 mai prochain au Centre Jacques-Cartier de Québec. Visitez le site Web pour vous tenir informé de la tenue de cet événement grand public qui se tiendra en formule comodale et auquel vous êtes chaleureusement invités à participer. À ce colloque vont intervenir une soixantaine de personnes en provenance principalement du Québec, mais aussi en nombre significatif en provenance hors Québec, principalement de l'Europe,
la France, la Suisse, l'Italie, mais aussi de l'île de la Réunion, du Brésil et de l'Ontario. Un mot spécial à vous qui venez de l'extérieur du Québec et des autres provinces canadiennes. Votre participation enrichit nos réflexions et permet de faire des comparaisons fort pertinentes. Je vous rappelle que ce colloque se tient entièrement en ligne. En outre, toutes les présentations dans les séances, les interventions dans les panels et les conférences seront enregistrées et déposées sur notre site Web. J'aimerais mentionner les partenaires qui nous accompagnent dans ce colloque. Il y a tout d'abord le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Il y a aussi la chaire du Canada, la chaire de recherche du Canada en économie sociale et développement des territoires, sous la direction de Marco Alberio de l'UQAR. Et on a également 2 chaires en leadership, en enseignement de l'Université Laval, qui portent l'une sur l'entrepreneuriat social et l'autre en sociologie de la coopération, qui sont dirigées respectivement par Luc Audebran et Dan Furukawa-Marquez. En tout dernier lieu, qu'il me soit permis de mentionner les membres du comité organisateur de ce colloque. Il s'agit de Geneviève Huot du TIES, Martine Vézina, HEC Montréal, Marie-Hélène Dehaye et Dan Furukawa-Marquez de l'Université Laval, Sylvain Lefebvre, directeur du CRISE et de l'UQAM, et enfin professeur à l'UQAM, et Marco Alberio de l'UQAR. Le comité était également accompagné et fort bien encadré par l'équipe de professionnels du CRISE, donc Mélanie Claude, coordonnatrice scientifique et communication, qui est aussi la femme orchestre et la responsable logistique du colloque, Denis R. Bussière, coordonnateur administratif, et Florence Pouvreau-No, secrétaire de direction. Bon colloque, et je cède la parole à Sylvain Lefebvre, le directeur du CRISE, qui va vous souhaiter la bienvenue avant d'introduire notre conférencier d'ouverture, Dominique Bourg. Merci. Bonjour à vous, c'est un grand plaisir de vous retrouver, de voir des visages collègues, amis, parfois à distance. C'est une des limites de nos colloques Zoom, c'est évidemment la différence de convivialité, mais un des bonheurs, c'est de retrouver des gens qui sont loin et de faciliter cet échange-là. On est très content de vous recevoir pour ce colloque du CRISE. Qui est effectivement, c'est le 35e anniversaire du CRISE. C'est une année aussi où le CRISE se questionne sur son approche de l'innovation sociale, parce que aussi l'innovation sociale aujourd'hui est face à des défis énormes. On va parler évidemment de l'urgence écologique, on va parler de changement de civilisation avec Dominique Bourg. Et donc, c'est évidemment, on voit bien aujourd'hui l'importance de ces défis. Ce qui est intéressant aussi, et puis c'est une manière de vous amener doucement vers la conférence de Dominique Bourg, c'est le lien entre innovation technologique et innovation sociale. Dans le livre d'entretien entre Benoît Lévesque et Marie Bouchard, Benoît revient notamment sur la genèse de l'approche de l'innovation sociale aux crises, et dans les années 80, un petit peu la manière de poser l'innovation sociale en lien avec l'innovation technologique, en même temps de lui faire une place distincte. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une recomposition de ce lien entre innovation sociale et innovation technologique, notamment par rapport à la question environnementale. Alors, on est très content d'accueillir pour cette conférence d'ouverture Dominique Bourg. Je suis absolument ravi qu'il puisse être avec nous. Je vais, avant de l'introduire, juste vous rappeler un petit peu les règles du jeu de cette première session. Nos bonnes mœurs zoomiennes lors de ce colloque ressemblent à l'étiquette qu'on s'est appliquée les uns aux autres depuis 2 ans. Donc, important de fermer vos micros si vous ne prenez pas la parole afin d'éviter les interférences diverses. Je vous rappelle que la conférence est enregistrée. L'entièreté de la séance sera enregistrée, mais nous ne diffuserons que sur le site du CRISE que la partie conférence et pas la partie débat, questions. Voilà, donc vous pourrez trouver ça plus tard sur le site du CRISE.
Ces éléments techniques envoyés, je voudrais prendre le temps de présenter Dominique Bourg, qui est parmi nous autour de notre table virtuelle. Dominique Bourg, il est philosophe, il est actuellement professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Comme plusieurs d'entre nous, il a plusieurs casquettes et nous l'invitons d'abord avec sa casquette de chercheur. Dans les derniers ouvrages parus de Dominique Bourg, Le marché contre l'humanité aux presses universitaires de France en 2019, Primauté du vivant, essai sur le pensable, avec Sophie Swatton aussi au PUF l'an passé, en 2021. Et j'attire votre attention sur deux autres ouvrages très récents de 2022. Un ouvrage, La démocratie écologique, coédité avec plusieurs chercheurs, avec notamment Loïc Blondiot, qui était, vous vous en souvenez, parmi les contributeurs de notre colloque international l'an passé. Et cet ouvrage, La démocratie écologique, c'est un ouvrage issu d'un colloque de Cerisy, et il comporte notamment une partie sur l'institutionnalisation de la démocratie écologique avec des regards croisés France-Québec. Donc c'est un ouvrage à paraître cette année. Et j'attire votre attention aussi sur un second ouvrage à paraître au 1er juin 2022, dans quelques jours, Science et prudence, du réductionnisme et autres erreurs par gros temps écologique, avec Nicolas Boulot. Et on voit bien là, le lien ici qui nous intéresse entre transformation sociale, pour nous, innovation sociale, mais aussi le rôle de la science. Et c'est de ça dont, notamment le rôle de la science, dont Dominique va nous entretenir avec sa conférence qui s'appelle « Innovation et changement de civilisation ». C'est donc un chercheur, c'est aussi depuis longtemps quelqu'un un diffuseur, un amplificateur d'idées, je dirais, qui dirige aux presses universitaires de France la collection L'écologie en question et aussi la collection Nouvelle Terre avec Sophie Swatton. C'est aussi un intellectuel engagé dans le milieu associatif, dans le milieu politique, aussi dans des arènes institutionnelles. Ça nous intéresse beaucoup et on pourra peut-être en discuter aussi avec lui, dans plusieurs pays, une dimension européenne aussi qui est très intéressante. Rapidement, j'égrène juste quelques engagements, mais il y en a beaucoup. Par exemple, auprès du Conseil fédéral du développement durable, ça c'est en Belgique, auprès de la commission Coppens, ça c'est en France, qui au début des années 2000, pendant 4 ans, a travaillé à une charte de l'environnement qui a été inclue en 2005 dans le préambule de la Constitution française. En Suisse, dans l'organe de prospective de l'État de Vaud, auprès de la fondation Zoin, plus récemment, ça c'est en Suisse aussi, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France. Donc, des engagements aussi, une mise en pratique d'un travail d'intellectuel dans l'action publique, qui évidemment nous intéresse, puisque c'est des défis auxquels aussi comme chercheurs et comme collectif de recherche, on est confronté sur parfois l'impact de cet engagement. Donc chercheur, intellectuel engagé, acteur de la transition écologique, autant dire beaucoup de casquettes, une identité multiple qui nous intéresse fortement. Donc on est ravis d'accueillir Dominique Bourg pour cette conférence d'ouverture. Je vais lui céder la parole pour une quarantaine de minutes et ensuite nous aurons une vingtaine de minutes d'échange. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais vous présenter, enfin je vais essayer de défendre l'idée devant vous selon laquelle nous sommes en train de basculer, de changer de civilisation pour au moins 3 raisons. La première, c'est parce que finalement, la nôtre est aujourd'hui vraiment poussée à l'extrême. Poussé à l'extrême avec le métaverse, avec le transhumanisme, etc. Et puis dans la pratique, puisque ces choses-là débouchent sur des techniques qui s'étendent, une espèce d'extension indéfinie du numérique, etc. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, Sylvain vient de la rappeler, le mode de développement qui est le nôtre est absolument intenable. Le GIEC, après, à chaque rapport, tous les 5-6 ans, nous le rappelle de manière de plus en plus tragique. L'IPBES, c'est pareil. Là, récemment, vous aviez un rapport de l'ONU sur les sols. C'est pas mieux. Ça ne change rien, on continue. Mais en tout cas, effectivement, le diagnostic, lui, il s'alourdit d'année en année. Et puis enfin, la troisième raison, alors les 2 premières, je ne vais pas y revenir, elles sont connues. C'est plutôt la troisième raison que je vais développer parce qu'en fait, eh bien, dans les plis de la civilisation d'aujourd'hui, on peut voir peut-être, en tout cas c'est l'hypothèse que je vais défendre, les manifestations d'une civilisation en cours. Alors, derrière le mot civilisation, je vais mettre le mot
paradigme, et ce mot paradigme, c'est celui que j'ai développé avec Sophie Svaton dans ce livre, La primauté du vivant. Je vais y revenir un petit peu. Et c'est effectivement à partir de cette notion de paradigme que j'essaierai de montrer que, effectivement, il y a bien quelque chose qui émerge, et ce quelque chose devrait manifestement déboucher sur, si vous voulez, sur un type d'innovation relativement différent de celui qu'on connaît en tout cas comme innovation dominante. Votre laboratoire, justement, lui, est déjà sur un autre type d'innovation, et sans doute ce que je vais dire, c'est des choses que vous connaissez peut-être parfaitement. Alors, première chose déjà, c'est effectivement, qu'est-ce qui se passe fin du XVIe, début du XVIIe? On a là, de façon assez évidente, l'avènement d'une civilisation nouvelle qui est inséparable de l'avènement de la science, de la physique moderne. Et avant de développer un petit peu, mais c'est des choses qui sont relativement connues, je voudrais revenir très rapidement sur le monde antérieur, parce qu'il est assez complexe, ce monde antérieur, puisque le moteur de cette civilisation nouvelle, il se situe à un niveau d'abstraction assez élevé. Il se situe avec l'émergence de la science moderne. Donc, ce n'est pas dans les coins que ça émerge de façon très forte, mais à un certain niveau. Et en même temps, cette émergence de la science moderne, elle est le fait d'acteurs qui sont encore les héritiers, par certains côtés, du vieux paradigme constitué par Eudoxe, Aristote et stabilisé par Ptolémée au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est encore cette science-là que les gens, à l'époque, les grandes premières figures de cette science nouvelle vont détruire, mais cela dit, dans un contexte chrétien, c'est plus du tout le contexte païen, c'est dans un contexte chrétien, et en fait, effectivement, eh bien, le recours à cette, si vous voulez, la reviviscence du paradigme ancien a permis en fait de dégager les potentialités les plus importantes du christianisme, notamment l'idée de transcendance. Et voilà, je voulais juste rappeler ça. Alors, si très rapidement, pour rappeler très rapidement, si vous voulez, ce qu'il en était, on avait affaire essentiellement, vous le savez, à un monde fini, d'ailleurs un monde fini qui n'est pas dans un espace. En fait, les Grecs, ce sont Euclide des Grecs, mais en fait, la métaphysique grecque, elle reste attachée non pas du tout à une conception géométrique de l'espace, mais à une conception très empirique qui est celle du lieu. Si vous regardez les fresques de Pompéi, vous ne voyez pas un espace, vous voyez des lieux qui sont dans une espèce de fond indéfini qui s'ajoutent les uns aux autres. Eh bien, les anciens comprenaient le monde comme ça. Il y avait un lieu qui était le cosmos, à l'intérieur duquel vous aviez tous les lieux possibles, y compris au centre, effectivement, la Terre. Donc, on a un monde fini. Dans ce monde-là, en fait, et on pourrait faire l'opposition entre, si vous voulez, entre Aristote et puis la science moderne. La physique aristotélicienne, c'est un peu comme si la biologie avait absorbé la physique, parce que c'est une physique de l'intention. Aristote ne cesse de répéter que la nature ne fait rien en vain. Les astres sont des dieux, ils sont vivants. Le cosmos lui-même est vivant, alors qu'effectivement, on va voir chez les modernes, c'est l'inverse. Cette fois-ci, c'est carrément la physique qui absorbe la biologie. Et puis, je vous ai rappelé cet aspect intentionnel. Là, en fait, émerge à la fin du XVIe, début du XVIIe, ça c'est très important, au travers de différentes figures savantes européennes qui, dans un premier temps, ne se connaissent absolument pas, s'ignorent totalement les uns les autres et en fait vont accepter comme évident ce nouveau paradigme, alors même qu'il est totalement contrefactuel, qu'il contredit notre expérience immédiate aussi bien que la manière dont on s'appréhende comme être pensant. Eh bien, l'idée s'affirme, alors c'est une idée qui existe déjà dans l'Antiquité grecque, mais qui est alors marginale, et là, elle va revenir au centre, et évidemment dans un contexte qui n'est plus même, c'est l'idée que ce qu'on appelle la nature, je vais appeler ça le monde si ça vous chante, ça ne changera pas grand-chose, eh bien, la nature, ça n'est jamais qu'un agrégat de particules matérielles, de particules inertes. Alors, au départ, pensez par exemple à Euler, on va plutôt les concevoir comme des particules allant du plus petit, de l'infiniment petit au plus grand. Pour que la théorie atomiste soit acceptée, il faudra attendre la fin du 19e siècle. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'univers se réduit à des particules. Toute forme, toute construction
est la conséquence de l'entrechoquement de ces particules, d'où le côté mécanique. Ces particules sont inertes, elles n'ont aucune intériorité, et elles sont reliées par une loi simple. Alors au départ, évidemment, la loi du mouvement de Galilée, puis ensuite on aura la gravitation universelle. Il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour qu'avec la chimie, etc., avec Lavoisier et d'autres, avec Fourier plus tard, que d'autres lois universelles, excusez-moi, apparaissent. Et donc, vous voyez le contraste total. Hein. Vous aviez un monde qui était un monde organique, hein, et la vie était définie par l'intelligence et non pas du tout par la reproduction. Et puis, vous avez un monde où il n'y a pas de vie. Et en fait, évidemment, la conséquence directe de ce paradigme mécaniste, c'est la théorie des animaux-machines. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas simplement les animaux qui sont des machines, ce sont les plantes qui sont des machines. C'est-à-dire que tout ce qui existe sur Terre, en fait, est mécanique au sens où je viens de le définir. Si vous voulez, c'est une rupture absolument, absolument fondamentale. Il y a, dans tout ce qui existe autour de nous, il n'y a pas d'intériorité, il n'y a pas d'intelligence, excusez-moi, il n'y a pas de sensibilité, on n'est pas capable de promettre, etc. Le seul être qui soit doté d'une intériorité, eh bien, c'est l'être humain. Et justement, parce qu'il est doté d'une intériorité, parce qu'il est doté d'une intelligence dans un monde qui en est dépourvu, qui est purement matériel, et bien justement, et c'est ça qui est fondamental à bien comprendre, les êtres humains sont étrangers à la nature. Et en fait, ils sont conçus sur le modèle du divin. Et là, ce n'est pas étonnant, si vous voulez, que le XVIIe siècle a été de tous les siècles le siècle le plus mystique, tout simplement parce qu'effectivement, eh bien, les hommes participent, les êtres humains, et là c'est la science qui l'amène, il y a une congruence entre la science et la façon dont on avait fini par réduire l'interprétation du livre de la Genèse, en ce qu'il porte nos relations à la nature. On finit par retenir qu'un aspect, c'est Genèse 1, 26, vous autres êtres humains, vous avez été créés à l'image et à la ressemblance du Créateur, et donc vous êtes vous-même étrangers en quelque sorte à la nature. Et c'est ça qui va, si vous voulez, fonder la modernité. Alors, à partir du moment où on se conçoit comme intrinsèquement extérieur à la nature, eh bien, on peut imaginer, évidemment, que le développement humain, ce qu'on appellera après le progrès, et comme vous le savez, l'idée de progrès, elle va naître chez Bacon, chez Descartes, et puis elle finira par s'imposer au XVIIIe siècle, plutôt bien longtemps après, parce qu'un siècle après, à l'issue de la querelle entre les anciens et les modernes. Et l'idée de progrès, c'est l'idée en fait d'un arrachement continu à la nature. Nous sommes en fait étrangers à cette nature, donc notre vocation, c'est de s'en arracher. Et s'en arracher, ça va devenir quelque chose de très, 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 très concret. Alors, on pourrait l'illustrer de manière souvent. Je pense à cette remarque de Wittgenstein, justement, dans ses Bemerkungen, où il dit lui-même la civilisation humaine a recouvert tout ce qui est nature de cellophane. Elle était sympa, Wittgenstein, c'est pas tout à fait de la cellophane, hein. C'est du béton, c'est de l'acier, c'est plutôt extrêmement lourd. Hein. Et effectivement, et c'est comme ça que l'économie néoclassique va finir par se comprendre. On peut renvoyer à Solow, donc à une date assez récente, et là, j'en profite pour bien attirer, je vais redire sur d'autres angles après, mais le propre d'un paradigme, eh bien, c'est qu'il englobe tout, il réagence tout, et en fait, il va se déployer sur un temps très long. Cette histoire d'animaux-machines, je vais y revenir, ça ne va devenir concret que dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et pourtant, c'est une conséquence immédiate du paradigme nouveau que Descartes va exprimer. Alors, effectivement, si on en croit Solow, le propre des activités économiques, c'est de détruire indéfiniment le capital naturel pour substituer à du capital naturel détruit, du capital reproductible, des artefacts. C'est vraiment la logique même de notre civilisation qui se pense dès la fin du XVIe, mais qui va se déployer avec le temps tout au cours des siècles qui vont suivre. Et puis, on pourrait alors pousser ça d'une manière encore beaucoup plus concrète qu'avec Wittgenstein ou qu'avec Solow et l'économie néoclassique. On pourrait se tourner vers
un astrophysicien soviétique. Alors, comme nous montre l'activité, hein, les soviétiques, leur héritage, c'est quand même un héritage de brutalité. Alors là, vous allez voir que c'est assez clair. Nikolai Kardashev, et c'était repris par un physicien nippo-américain, Mikio Kaku. Kardashev distinguait 3 types de civilisations. Vous allez voir que dans le genre, il ne vivait pas avec le dos de la cuillère. Donc, on a le premier type de civilisation, l'espèce humaine a détruit jusqu'au noyau de la Terre. Nous n'en sommes pas très très loin, mais on a quand même encore de la marge. Et puis, deuxième type de civilisation, on détruit le système solaire. Et troisième type de civilisation, on s'en prend à la et même aux galaxies. Le physicien français Gabriel Chardin s'était amusé à calculer ce qu'il adviendrait d'une horde au départ très petite, humanoïde, qu'on mettrait sur une exoplanète quelconque, en tout cas qui ressemblerait à s'y méprendre à la Terre. Et cette horde humaine, on l'affecte d'un taux de croissance tous azimuts de 2%, ce qui est énorme. Je vous rappelle que sur Terre, un taux de croissance de 2%, ça n'a été que les États-Unis et l'Europe jusque dans les années 20. À partir de là, les États-Unis ont explosé les 2%. L'Europe, ça ne sera qu'après après-guerre. Puis après, évidemment, ça sera rejoint par les pays émergents. Et en fait, 2%, c'est à peu près en moyenne, à peu près on se situe maintenant, mais 2% sur 5 à 6 siècles, calcule Gabriel Chardin, effectivement, c'est la Terre qui est détruite jusqu'à son noyau. Et puis 2% sur 5 à 6 000 ans, toujours avec cette horde humanoïde initiale, et bien là, on n'a même fait plus que détruire la galaxie, on s'en prend à l'univers en général, et on a détruit l'univers dans un rayon de 10 milliards d'années-lumière. Ça, c'est évidemment, comme vous le savez, la magie des exponentiels. OK, donc on parvient, si vous voulez, des fonds baptismaux de notre civilisation, et ils mettent en quelque sorte sur pied une logique qui va se développer, qu'on va comprendre petit à petit, et dont je viens de vous donner des expressions tout à fait extrêmes dans ce que je viens de rapporter. Alors, là derrière, il y a évidemment l'idée d'un paradigme, on le voit avec le mécanisme, c'est un mode de pensée, il est assez circonscrit au départ, et en fait, il va permettre de tout repenser et de tout réagencer. Et c'est en ce sens-là qu'on a vraiment affaire à une civilisation. Alors, c'est curieux, je vous l'ai rappelé, si vous pensez à Démocrite, si vous pensez à Lucrèce, il y a un mécanisme grec, mécanicisme si vous voulez, mais ce n'est pas très joli, donc je préfère prendre la première expression plus courte, même si du coup elle est ambivalente. Et donc, le mécanisme moderne eh bien, va remettre au centre et va reconstruire l'ensemble de la civilisation à partir de quelque chose qui était très marginal dans l'Antiquité. Et finalement, ça imprègne tout. Un historien comme Kev Thomas, par exemple, a montré ça pour l'Angleterre, comment petit à petit, eh bien, ce mécanisme va bouleverser les sensibilités, la relation à l'animal, la relation aux arbres, la façon dont on conçoit l'humanité, l'avenir, etc. C'est assez prodigieux. Si je prends par exemple l'histoire des animaux-machines, évidemment, ça a été contesté tout au long de la tradition. À part Malebranche, on trouvera peu de gens qui la prenaient au pied de la lettre, mais en tant que civilisation, on la prend au pied de la lettre, déjà avec les traités de zootechnie de la deuxième moitié du 19e siècle. On prend l'expression absolument à la lettre quand on construit au début du XXe siècle les abattoirs de Chicago. Et puis dans l'élevage industriel aujourd'hui, alors là franchement, le fait que les animaux sont des machines, c'est pris absolument de manière littérale, si j'ose dire, un littéral qui se traduit en chair en os et en massacre de masse d'êtres vivants. Plus généralement, on a derrière l'élevage industriel. On peut prendre un autre exemple pour vous montrer comment finalement cette logique moderne va mettre beaucoup de temps à se développer. On va prendre la question de l'agriculture. Alors, on pourrait déjà commencer avec ce que Élisée Reclus appelait pour l'agriculture américaine l'agriculture spéculative. Mais enfin, européen, je vais rester plutôt sur un exemple européen, mais en tout cas, il est allé bien au-delà de l'Europe. C'est, si vous voulez, au-delà de cette agriculture spéculative que décrit déjà Élisée Reclus, on pourrait aussi penser à John Muir quand il raconte la traversée du Yosemite avec un troupeau de 2000 moutons. C'est des choses que vous ne verrez pas en Europe avant les années 60, voire même 70. Et là, le procédé Haber-Bosch, c'est le premier moment de décrochage massif des activités agricoles, des systèmes naturels. Comme vous le savez, le cycle de l'azote, c'est le principal limitant de la croissance des plantes. Or, le
procédé Haber-Bosch, donc de M. Haber et puis ensuite Bosch, c'est le procédé qui permet de capter de façon synthétique l'azote de l'atmosphère. Et donc, on sort complètement du cycle naturel de l'azote. Comme vous le savez, c'est celle des limites planétaires qui a été franchi le plus tôt et de la façon la plus massive. Le cycle artificiel dû à nos activités agricoles de l'azote, il est 3 fois ce que serait le socle de l'azote sans activité humaine. On va s'émanciper des écosystèmes, des haies, on va s'émanciper des sols, et du coup, vous avez des sols très, très pauvres. Je pense par exemple à la Champagne pouilleuse en France. En France, c'est un des pays avec la Beauce où vous avez les rendements les plus forts. Pourtant, c'est une terre très pauvre. Il y a plus de matière organique, elle est très, très blanche. Donc, on va s'émanciper des écosystèmes, des haies, on va s'émanciper des cultivars, c'est-à-dire finalement, on ne va cultiver que quelques rares espèces parce qu'elles vont répondre à des critères techno-économiques, parfois en opposition même avec la logique des écosystèmes. Un agrosystème, c'est totalement opposé à un écosystème qui, par définition, comprend une multitude d'espèces qui sont complémentaires les unes vis-à-vis des autres. On va s'émanciper du travail humain, on va s'émanciper des sols et on va conformer tout, aussi bien le travail que les produits, à des exigences qui sont des exigences économiques, techniques, inséparables d'une pure logique de marché. Et effectivement, dans ce cadre-là, on va développer une innovation qui est liée au marché, une innovation qui va viser en général l'universalisation de certains biens, qui va viser la puissance, qui va viser la vitesse. En période de guerre, c'est assez évident, avec une espèce d'imaginaire derrière, toujours d'un franchissement indéfini de toutes les limites possibles. On a déjà ça chez Bacon, mais là, aujourd'hui, c'est devenu extrêmement concret. Et puis, si vous prenez, par exemple, une ville du XVIe siècle, où vous avez encore des animaux dans les églises, dans les maisons, partout, des cochons dans les rues, dans les pièces, à côté de l'hôtel, à l'église, etc., des végétaux partout. Vous avez une ville qui grouille de vie, de diversité. Eh bien, pensez à la ville du début du XXe siècle, complètement aseptisée. On couvre même les cours d'eau, ils doivent devenir souterrains, etc. Et évidemment, dans nos appartements, il n'y a pas le moindre être vivant. Et quand on y voit le moindre moustique, c'est en général pour l'assassiner assez rapidement derrière. Donc, vous voyez que ça pousse les choses. Cette logique, elle va pousser les choses jusque dans un détail assez fou. Alors, je vous le rappelais, effectivement, bien, un paradigme intègre tout. Le paradigme mécaniste, c'est quand même lui qui permet, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, de penser jusqu'au bout certaines virtualités du christianisme. C'est lui qui va intégrer les vieilles structures patriarcales, de vieux imaginaires, etc. Il a la propriété de tout réenchasser dans une espèce de flux majeur, alors qui n'empêche pas effectivement des remous collatéraux, mais en tout cas, c'est bien le flux de l'imageur qui emporte l'ensemble des autres. Si que vous regardez du côté du nazisme, que vous regardez du côté du communisme, que vous regardiez du côté du capitalisme, vous allez retrouver les mêmes fondamentaux de civilisation hérités justement de cette civilisation mécaniste. Alors, très important aussi bien pour Hitler, Simone Weil l'avait bien compris, que pour le communisme et Staline. Donc, en fait, le propre d'un paradigme, c'est vraiment de parvenir à tout mettre en forme jusque dans les plus petits détails. Alors voilà, pour le rappel rapide de ce qu'a été cette civilisation, de ce qu'elle est toujours, c'est toujours elle qui domine. Et si vous voyez, aussi bien dans la logique militaire que la logique commerciale, que la logique technique, on reste toujours dans ce paradigme mécanique. Et pourtant, maintenant c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Oh, excusez-moi, Et pourtant, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, eh bien, on a bien déjà quelque chose de très différent qui émerge. Et de même, je vous l'ai indirectement rappelé, la civilisation antérieure surmontée jusqu'à Eudoxe et Aristote, en fait, une civilisation, et par là même un paradigme, se construit toujours au long cours. Et donc, on peut remonter d'ailleurs jusqu'à la fin du XVIIIe, début du XIXe,
pour voir les premiers coins jetés dans cette conception que je viens de rappeler. Et je dirais, vous vous en souvenez, j'ai insisté sur l'extériorité de principes extrêmement fortes de l'humanité à la nature. Eh bien, le premier à avoir insisté énormément sur la descendance simiesque des êtres humains, bien avant Darwin, c'est Lamarck. Hein. Et Lamarck nous montre que pour autant qu'on ait le temps, eh bien, les mécanismes sont capables d'engendrer les caractéristiques de ce qu'on va appeler l'humanité. Et évidemment, avec Darwin et l'origine des espèces, ça va se renforcer et ça va être acquis de façon définitive. C'est-à-dire que là, on n'a plus une humanité qui est située, qui est apparentée à un Dieu transcendant, extérieur à la nature. On a une humanité qu'on remet à l'intérieur du flux et de l'odyssée des espèces naturelles. Donc, en fait, par rapport, si vous voulez, au fonds baptismaux du mécanisme, même si on reste, évidemment, la sélection naturelle, c'est un mécanisme, on reste bien dans le paradigme mécanisme, mais c'est un premier infléchissement qui est extrêmement important, c'est-à-dire que, et fondamental, c'est-à-dire qu'on part d'une idée d'une humanité totalement extérieure à la nature, et là, on la remet dans la nature, mais très curieusement, on la remet dans la nature, mais pour dire en fait que par les techniques et par les sciences, nous pouvons dominer la nature. Et cette fois-ci, cette extériorité humaine à la nature, eh bien, elle va passer par les techniques et par les techniques seulement. On va substituer un dualisme frontal, un dualisme un petit peu plus complexe, mais on a toujours cette dualité technique-nature. Et puis, disons, à partir du XXe siècle, là, les choses vont commencer vraiment à changer. Si je regarde du côté de l'éthologie, là on a derrière nous presque un siècle, en tout cas on a 70 ans de travaux, et l'idée mécaniste, effectivement, c'est que les représentations sont purement humaines, hein, c'est le dualisme cartésien. Et là, ben non, on va mettre en évidence que vous n'avez pas que l'animal humain qui est capable de se représenter le monde qui l'entoure, mais en fait, tous les animaux dotés d'un système nerveux central sont capables de se représenter le monde. Et donc là, voilà, la faille là, commence à vraiment grandir. Et puis, je peux vous donner un exemple qui est un exemple intéressant, mais en tout cas, ce qu'on montre aujourd'hui, c'est que, c'est l'intuition qu'avait eu Bergson dans l'évolution créatrice, c'est que, en fait, l'intelligence animale dépasse le fait que certains êtres soient dotés d'un système central élaboré. Un des découvertes récentes, c'est par exemple la capacité qu'ont les fourmis à compter leurs pas. Vous savez que pour retrouver un endroit où une fourmi a détecté de la nourriture, elle va se servir d'indicateurs chimiques, hein, les phéromones, un peu comme le petit poussé avec ses cailloux blancs. Mais en fait, ce qu'on a découvert assez récemment, c'est qu'elle compte aussi leurs pas. Et là, évidemment, vous n'allez surtout pas répéter ce que je veux dire, parce que éthiquement, c'est quelque chose d'horrible. Enfin, on a fait 2 expériences qui sont tout à fait fantastiques. L'une, on a écourté les pattes des fourmis, c'est pas très sympathique, mais ça nous a permis de voir que les fourmis réapprennent très vite à calculer, je vous rappelle, avec un système cérébral absolument élémentaire. Et ensuite, on leur a mis des échasses, et donc, effectivement, pareil, elles parviennent à recalculer, et elles retrouvent aussi facilement dotées d'échasses, elles y vont plus vite, elles en reviennent plus rapidement, mais le lieu où elles avaient trouvé de la nourriture. Vous connaissez tous les travaux de von Frisch sur le langage des abeilles des années 30, et on l'a vraiment affiné, et on s'est rendu compte, c'est tout aussi étonnant, que nos amis les abeilles sont carrément euclidiennes, c'est-à-dire qu'elles savent calculer un angle, et que la manière dont elles se repèrent, c'est lié au calcul d'un angle, ensuite en prenant en compte la position du soleil. C'est assez sophistiqué. Alors dans les 2 cas, effectivement, c'est très difficile d'imaginer que c'est par représentation qu'elles accèdent à cette forme d'intelligence. Et puis, de manière plus récente, depuis une vingtaine d'années, eh bien, on a fait un peu le même exercice pendant très longtemps. Hein, je vous rappelais que les plantes étaient aussi pensées comme des machines. Et au-delà de ça, on pensait si vous voulez, le règne végétal, un petit peu comme une espèce de lumpen prolétariat du vivant, c'est-à-dire que les plantes, elles étaient là pour fournir la matière organique à partir de la lumière, à partir de l'énergie solaire.
pour les animaux. Ben non, les plantes ne sont pas moins vivantes que nous et toutes les fonctions de vivant, la stratégie, le calcul, la communication, etc., on va retrouver ça chez les plantes, parfois de façon très, très étonnante. Je vous donne deux exemples. On a découvert récemment qu'un vieil hêtre accepte de nourrir de sa sève les rejetons qui l'entourent à condition que les rejetons en question soient génétiquement apparentés à l'être lui-même. Le racisme dans la nature, ça existe aussi. En tout cas, une forme de altruisme. Et puis, non, il y a des choses qui sont beaucoup plus extraordinaires chez les plantes. C'est la capacité à reconnaître une forme de l'extérieur. Là aussi, c'est un exemple que donnait Bergson. On en a retrouvé bien d'autres. C'est le fameux Heliconius, c'est un papillon qui a un amour pour une fleur particulière, je crois que c'est la passiflore, et qu'il repère avec la forme de ses feuilles pour aller y pondre ses œufs. Évidemment, ces œufs donnent des chenilles, et les chenilles mangent les feuilles de la plante. Et comme vous le savez, pour une plante, ces feuilles, c'est son magasin de carbone nécessaire pour ses racines, ses graines, etc. Et donc, en fait, on a découvert que la passiflore, pour lutter, elle va prendre la forme d'une autre feuille pour si vous voulez, leurrer en quelque sorte l'Heliconius, et comme si en fait la plante pouvait voir sa forme de l'extérieur. C'est assez étonnant. Ok, peu importe, même un grand géologue comme Peter Westbroek vous dira, écoutez, désolé, mais moi je ne peux pas comprendre le cycle du granit si je ne présuppose pas l'idée d'une mémoire, sinon je ne comprends pas pourquoi il se reforme à l'identique au cœur de etc., etc. Dans ce livre, on développe l'idée d'un monisme qui n'est pas tout à fait celui de Spinoza, mais je ne vais pas développer ça ici. Et puis finalement, le mécanisme, il a été, si vous voulez, il a été atteint jusqu'au cœur du savoir. En fait, Gödel est celui qui va mettre à bas, montrer l'impossibilité du programme d'Hilbert, selon lequel on pouvait tout reconstruire par des règles, donc de façon algorithmique. Et ce que va mettre dans les années 30 en avant, et après Turing et d'autres y retravailleront, c'est en partant, si vous voulez, de l'axiomatisation de l'arithmétique par piano, alors c'est addition, multiplication, plus raisonnement par récurrence, et bien qu'en fait, à partir des règles les plus rigoureuses qui soient, on allait engendrer des théorèmes dont on ne pouvait montrer ni qu'ils sont vrais, ni qu'ils sont faux. En d'autres termes, ça veut dire que vous ne pourrez jamais produire un théorème d'arithmétique par des algorithmes. Donc vous imaginez bien que produire une molécule vivante, viable, par des algorithmes, c'est un système beaucoup plus compliqué que celui de l'arithmétique, c'est encore moins possible. Donc, on est allé jusqu'à critiquer au cœur même du savoir les présupposés qui sont les présupposés du mécanisme. Et puis, évidemment, tout ça remet en partie, c'est compliqué, je ne vais pas trop développer ça, mais remet au moins en partie en cause, le dualisme. Alors, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien dualisme homme-nature, mais en tout cas, il est assez difficile à saisir et à comprendre. En tout cas, le dualisme théorique, il est très fin, il est sur un fond continu et on ne peut plus vraiment parler de dualisme. On peut plutôt parler de différence à partir d'un continuum. Et puis, alors, sur un plan strictement pratique, le dualisme présupposait deux ordres, un ordre social, un ordre naturel. Non, notre ordre social, vous le savez, est en train de modifier le climat, modifier le vivant, etc. Et qu'aujourd'hui, un cyclone, aujourd'hui, une vague de chaleur, une vague de sécheresse, un méga feu, c'est tout autant culturel que naturel. Alors, voilà, si vous voulez, pour les fondements que j'ai repris au niveau même qui était celui de l'amorce et du mécanisme qui avait engendré la civilisation moderne, ces changements purement théoriques, on voit qu'ils ont déjà aujourd'hui des contreparties concrètes et sociales, comme ce fut le cas autrefois avec la civilisation moderne. J'en veux pour preuve, et ce n'est pas rien, pourtant, l'idée des gens anciennes, vous vous en souvenez, c'était à Christopher Stone, ce juriste américain
qu'on devait l'idée de droit à la nature, mais entre son article du début des années 70 et ce qui existe aujourd'hui, il y a 50 ans après, le chemin qui a été parcouru est gigantesque. Aujourd'hui, vous avez un peu partout des droits à la nature. Alors, ils sont plus développés. Là, on dispose de peuples premiers, comme le fleuve Angwani en Nouvelle-Zélande, mais même si je prends un pays comme la France, qui se prétend cartésien, vous avez dans le droit français, depuis novembre 2016, il est reconnu le préjudice écologique. Le préjudice écologique, c'est un préjudice qui atteint un élément qui n'est pas un bien, qui n'est pas approprié, qui est vraiment écosystémique. Et pourtant, on va parler de préjudice écologique. Donc, on sort, si vous voulez, des droits subjectifs. C'est assez intéressant. Et donc, on voit un peu partout dans les différents systèmes juridiques, on voit quelque chose qui commence à déborder les droits subjectifs, à commencer à aller vers des droits de la nature. Parfois, c'est clairement affirmé, comme en Nouvelle-Zélande, comme en Inde, on peut reconnaître la personnalité juridique de tel fleuve, de tel glacier, de telle montagne. Et c'est en train, effectivement, de se répandre partout. En France, il y a une initiative autour du Parlement du Rhône, une autre autour du Parlement de la Loire. Et l'idée, c'est bien de considérer la Loire comme un sujet de droit, ou le Rhône comme un sujet de droit. Donc, on voit bien que la matrice juridique est en train de changer et qu'effectivement, pour répondre d'ailleurs aux problèmes de protection, entre guillemets, de l'environnement qui sont les nôtres, on n'y arrive pas avec le droit moderne, subjectiviste qu'on connaît, qui culmine avec le discours de Portalis pour inaugurer le Code civil, c'est le droit d'user et d'abuser, c'est 1804, etc. Bon. OK. Alors moi, une manifestation que je trouve très, très intéressante et très concrète, si vous voulez, d'une technique qui n'est pas du tout moderne, en tout cas pas du tout au sens classique, c'est par exemple la permaculture et l'agroécologie. Si je prends la permaculture à la Holmgren, eh bien, c'est l'idée de faire se mailler, de faire se fusionner, d'un côté, l'apport des écosystèmes, de la science des écosystèmes, c'est-à-dire le fait que les plantes ne peuvent croître que parce qu'elles s'épaulent les unes les autres, elles ne peuvent croître que parce que l'une peut utiliser la fonction d'une autre. Certaines plantes vont avec des nodules qu'elles abritent dans leurs racines, capter l'azote pour les autres qui en sont incapables, attirer le prédateur du prédateur d'une autre, etc. C'est comme ça, évidemment, que fonctionne un écosystème. Donc, la permaculture s'inspire de ça. Donc, elle s'inspire d'un savoir que vous ne trouvez pas dans les fondateurs de l'agriculture biologique, que ce soit les Howard, que ce soit les Steiner, ils ignorent tout des écosystèmes. Ça n'existe pas pour eux. L'agriculture biologique, c'était le refus de l'industrie et de la chimie de synthèse à la libique. Et en même temps, évidemment, la permaculture, c'est le holisme des aborigènes, ça s'inspire aussi de leurs propres pratiques d'agriculture, etc. Et donc, c'est le maillage entre l'ancien, le moderne, sur un fond holistique. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et comme vous le savez, la permaculture et l'agroécologie se sont un peu étendues sur la terre entière. Si je prends quelque chose comme le féminisme, et plus encore comme l'écoféminisme, c'est ce qui va révéler en fait l'impensé de toutes les révolutions du 18e jusqu'au 20e, qui était la domination masculine qui ne restait pas pensée. Quelle domination masculine? Probablement, si on va fouiller du côté de l'origine du patriarcat, on va voir aussi peut-être très probablement l'agriculture, un renforcement de l'esclavagisme. Enfin, on va détricoter le tricot, et même quelqu'un comme Moscovici allait jusqu'à critiquer la théorie lévi-straussienne de l'inceste, qui sera repris d'ailleurs par des écoféministes. On voit aujourd'hui un retour de l'animisme. Une grande philosophe comme Val Plumouth disait, voilà, on va réanimer la nature et reconstruire une forme tout à fait autre et différente d'animisme. On a aujourd'hui une sensibilité animale, une sensibilité végétale, on a la diffusion de pratiques comme les bains de forêt qui nous viennent du Japon, qui ont été inventés là-bas dans les années 60. On voit bien qu'il y a certaines pratiques plutôt de petits groupes et puis des sensibilités sont en lien avec ces changements théoriques profonds
dont je vous parlais. Et puis, on a de manière générale, chez la jeunesse, c'est très clair, une contestation très, très forte de l'ordre marchand, de la dynamique de domination, etc. Alors, du coup, ben, la question que j'aborderai brièvement, si vous voulez, en forme de conclusion, eh bien, c'est quelles sont un peu les lignes directrices en termes d'innovation qu'on pourrait tirer de cette espèce de bascule en cours de civilisation. Eh bien, je dirais qu'évidemment, la première forme d'innovation nouvelle, c'est une innovation qui ne recherchera plus l'arrachement à la nature, hein, et ni d'ailleurs l'arrachement au passé. Et l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de la permaculture est vraiment intéressant, parce que là, pour le coup, c'est une innovation forte qui s'est très largement répandue, et puis entre permaculture et agroécologie de manière générale, finalement, l'idée commune, c'est l'idée selon laquelle pour cultiver, il faut s'inspirer à nouveau du fonctionnement des écosystèmes, dans leur pluralité et leur complémentarité. Donc là, on a vraiment quelque chose, si vous voulez, de très fort. Et on pourrait imaginer que d'autres types d'inventions, puisque la permaculture, ce n'est pas simplement une pratique agricole, c'est aussi une éthique. On peut très bien s'inspirer de la permaculture comme une espèce de logique nouvelle, en fait, de l'innovation. Alors, évidemment, autre trait, mais il est inclus dans ce que je viens de dire, évidemment, c'est l'aspect systémique de l'innovation. Et j'y reviendrai avec les low-tech. Aujourd'hui, une innovation raisonnable, si vous voulez, inspirée de ce nouveau paradigme, c'est une innovation qui sera aussi, qui ne va plus se focaliser sur une logique de marché, mais qui va essayer de prendre en compte à l'amont et les effets de l'innovation et de sa mise en œuvre, de sa diffusion dans un tissu social, sur les équilibres naturels et sur les équilibres sociaux. Donc, on sort là nécessairement d'innovation en silo. On va maximiser un gain dans un domaine bien particulier en ne prenant pas en compte les effets par ailleurs. Autre trait effectivement très important de cette innovation nouvelle, eh bien, c'est une innovation qui va être très attentive à l'aspect économie de ressources. Je n'ai pas plus du tout développé le côté, si vous voulez, antérieurement, l'état de la planète, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en termes de ressources, par exemple en termes de ressources minérales, on a mangé notre pain blanc. C'est-à-dire que partout où on va chercher des minéraux, leur degré de concentration diminue et il faut aller les chercher plus profond. Donc, c'est deux raisons supplémentaires pour une excavation plus importante et donc pour des coûts écosystémiques et des coûts énergétiques qui sont des coûts croissants. De même, aujourd'hui, effectivement, jusqu'à là, dans l'innovation, on avait une logique, si vous voulez, de l'éphémère. Il faut absolument, puisque le principe, ce n'est pas la satisfaction, c'est le fait que la logique économique puisse continuer à croître. Donc, on avait plutôt tendance c'est l'obsolescence programmée, etc., à produire des objets associés à l'idée de mode et des objets qui doivent se périmer très vite. Alors, il est sûr que dans le paradigme nouveau, ce n'est pas le cas. On doit plutôt, au contraire, essayer de concevoir des objets dont la durée de vie doit être plus longue et pour l'augmenter, on peut aussi imaginer que ces objets soient plus modulaires, de telle sorte qu'ils puissent quand même intégrer des innovations successives. Ensuite, on peut très bien l'imaginer, et là, c'est une des conséquences et à la fois l'économie de ressources, et puis très probablement à l'avenir, et d'ailleurs à l'avenir très proche, d'ailleurs, ne serait-ce que pour des raisons de conflit en ce moment, eh bien, on va avoir une pression aussi sur la disponibilité énergétique. Donc, on peut très bien imaginer que la pression sur les ressources, la pression sur l'énergie, pour les biens les plus sophistiqués, nous amène de plus en plus à les concevoir pour qu'ils soient mutualisés.
si effectivement certains objets très sophistiqués et gourmands en quelque sorte en ressources rares, eh bien, c'est pour les maintenir, c'est des objets qui devraient être plus mutualisés. Et puis du coup, je terminerai sur, si vous voulez, la question du high et du low-tech. Je ne pense pas qu'on aura un monde à l'avenir où il n'y aura plus du tout de high-tech. Il sera sans doute plus rare, plus mutualisé, etc. Et effectivement, la tendance est de revenir à la question du low-tech. Mais pour moi, la différence entre le low et le high, il n'est pas forcément dans l'objet lui-même. Il est dans le mode d'approche de l'objet. Le low, ça veut dire simplement que, bien, en fait, l'objet peut être plus simple, mais en fait, son insertion dans un tissu naturel, son insertion dans un tissu social, donc éco-social, si vous voulez, est énormément pensée à l'amont. Donc, la sophistication n'est pas moins grande, mais la sophistication est peut-être plus dans la démarche de production de l'objet, de conception de l'objet, que dans l'objet lui-même. Et c'est plutôt peut-être comme ça qu'il faut concevoir le lot que nécessairement le recours est unique et quasi systématique à des objets très simples, en matériaux, bois ou que sais-je. Là, on risque d'aller dans les fantasmes. Alors, voilà, en quelques mots, je suis allé assez vite, je suis désolé, mais je voulais laisser du temps aux questions. Voilà le paysage que l'on pourrait dessiner est effectivement une innovation moderne et une innovation, alors, avec effectivement l'évolution de la modernité, mais une innovation moderne telle qu'on pouvait la penser, telle qu'on la pense encore aujourd'hui, et puis une innovation qui essaierait de se brancher en quelque sorte sur ces éléments dont je vous ai montré qu'ils existent depuis longtemps et qu'ils se renforcent et qu'ils s'affirment petit à petit. Et bien évidemment, ce n'est pas du tout le même type d'innovation qui est posée dans un cas et dans l'autre. Voilà, merci de votre attention.